Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Bon, nouvelle vidéo. Normalement, vu l'intro, vous savez un peu c'est quoi. Bon, c'est pas thématique, c'est dans le thématique un peu horreur, tout ça. On va parler d'une affaire, deuxième affaire. Euh, Toujours de ma cuisine, hein. C'est devenu mon nouveau. Comment on pourrait appeler ça? Bref. Faites pas gaffe au pull qui est taché, hein. C'est de la peinture et ça va pas partir. Donc bon. Bon, on y va? Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'affaire Guy et Georges. Alors, peut-être que vous connaissez pas Guy Georges, peut-être que vous connaissez sur ses surnoms. Il en a plusieurs, hein. Il a le tueur de l'Est parisien, puisque c'est un tueur élevé français qui faisait beaucoup au niveau de Paris, de l'Est de Paris, pour ça qu'on l'appelait enfin, tout est dans le nom, quoi. Le tueur de la Bastille, Joe the Killer, G le maudit pour Georges, Guy Georges, ouais. La bête de la Bastille et SK1, ça veut dire serial killer numéro 1. Yes, bah number, si vous voulez. Oh my god, je viens de dire number en anglais. Euh, Vous connaissez un petit peu comment je fonctionne au niveau des affaires. On va tout d'abord parler de lui, hein, un tout petit peu. Donc, il s'appelle Guy Georges. Il est né le 15 octobre 1962 à Vitry-le-François, c'est en France. C'est une commune en France. Alors, où c'est? C'est dans le Grand Est. Voilà, dans la Marne. C'est un département de la Marne. Je suis en train de me dire que tous les tueurs en série français viennent beaucoup du Grand Est. Je... Puis ils sont tous à peu près de la même époque, hein. Je parle de Guy Georges, comme mon affaire avec Michel Fourniret. Puis il y a l'autre, là, comment il s'appelle? Guy Georges, Michel Fourniret. Le troisième hyper connu. Mais lui, c'était en Belgique. C'était. Ah non, je sais plus. Ça me reviendra. Voilà. Bon, bah, c'est un tueur et puis un V français, hein. Bon, il n'y a rien à cacher là-dessus. C'est beaucoup dans les années 80-90, comme à peu près tous les serial killers qu'on a. Que j'ai parlé. Enfin, pour l'instant, je n'ai parlé qu'un, mais au fur et à mesure, les affaires vont venir. Bon, bah, il est condamné le 5 avril 2001 pour 7 meurtres et sa condamnation à la perpétuité. Voilà. Assorti d'une période de sûreté de 22 ans. On peut peut-être vite fait parler du fait qu'il a 9 victimes, qu'on va en parler dans la suite de la vidéo. V suivi de meurtre, hein, comme tout bon tueur français. Sa période, voilà, comme je dis, c'est 24 janvier 81 au 16 novembre 97. Bon, ça, c'est ce que on a trouvé des victimes, hein. Ça se trouve, on a eu avant, ça se trouve, on a eu après. Enfin, non, pas après parce qu'il a été arrêté en 98. Oui, il y a eu quand même une petite année. 16 novembre, il a été arrêté le 25 mars 98. Décembre, janvier, février, il y a quand même 3 mois entre les deux où il a pu faire ce qu'il veut. Euh, Ville, Paris, région Île-de-France, c'est là où il a fait ses V, hein. Je pense que vous n'êtes pas bête. Son père, il était militaire. C'était un soldat afro-américain et un cuisinier sur la base américaine de l'OTAN. De Marly-le-Roi. C'est en France, ça aussi? Ah oui, c'est une commune française. C'est en Île-de-France. Bah, c'est pour ça qu'on parle de l'Île-de-France. Euh, En fait, son papa, il est de passage en France et il est déjà marié aux États-Unis. Sa mère, à lui, du coup à Guy Georges, elle est montée à Marly-le-Roi travailler au Bouchon, c'est dans les bars américains. Bars américains en France? Oui, ma mère. Ah oui, attendez, parce que un bar est un établissement où l'on sert principalement des boissons alcoolisées. Il est proche du café et du bistrot. Ah bon? Je savais pas. Heureusement qu'ils sont là pour nous expliquer.
En 61, elle a eu son premier fils, qui prénomme Stéphane, et il est né de père inconnu. Le premier enfant, il est élevé par les parents d'Hélène, donc par les parents de la maman. Lui, il est rapidement renié et abandonné par sa mère, et rejeté par ses grands-parents maternels. Hein, du côté papa, il se parle encore. Pour cela, fait déjà le deuxième produit de relation extra-conjugale avec des GLS. Ah, c'est les noms qui sont donnés aux soldats américains. De plus, de donner naissance à un enfant métis était intolérable, estime Max disait. À Angers. Ah, Angers, c'est pas près de Paris, ça? Ah non, c'est dans l'ouest de la France, au bord de la Marne. De la Maine. De la Maine. Ah ouais, Angers. Ah, pour moi, c'était près de Paris. Je suis nul à chier. Je suis comme les Américains. Je sais pas placer quelque chose sur la carte. Hélène Rampillon part alors vivre en Californie avec Stéphane. Donc la maman est partie avec son premier fils. Et elle a abandonné son autre fils. Elle refera sa vie loin de son deuxième fils et ne le verra jamais lors de ses brefs retours en France. Dire, ah ouais, ok, donc en fait elle revient en France, mais waouh! Mais comme je disais avant, tous les tueurs en série pour l'instant que j'ai vus, ils ont tous eu une enfance où la maman était abandonnée, où le papa était alcoolique, où la mère est. Enfin, pas vraiment alcoolique, mais genre, parce qu'il y a plein d'alcooliques, il y a plein d'enfants normaux. Mais il y a énormément de. Bah, enfin, dans la plupart des meurtriers, quoi, leurs parents, ils sont pas très sympas. Genre, pour Michel Fourniret, la maman était. Elle frappait et tout, il me semble. Hein. Elle frappait les enfants et tout, donc. Enfin, les deux parents de Michel Fourniret étaient un petit peu. Voilà. Donc là, enfin, elle, pareil, hein, la maman, elle part en Californie avec son premier fils, elle va pas voir son fils, elle l'abandonne, même les grands-parents maternels l'abandonnent. Lui, du coup, il est placé à Angers chez les nourrices qu'elle ne peut pas ou ne veut pas payer. Super. Payer, puis confié le 9 mai 63 à la DDASS. La DDASS, c'est la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Voilà. Qui place dès le 4 juin 63 dans la banlieue d'Angers, chez la famille Morin qui compte 5 enfants. 5 enfants. Il y avait déjà une familiale à l'époque-là. Madame Jeanne Morin avait déjà eu la DSA d'un enfant noir qu'elle avait pleuré quand on ne lui avait repris. Oh, Mademoiselle Jeanne Morin. Oh, c'est mignon. Qui Georges a accueilli comme un enfant de substitution. Il révèle très tôt un caractère solitaire au sein de cette famille nombreuse constituée de 13 enfants adoptés. Ok. Ah ouais, 13 enfants. Comment elle faisait la maman? Et le papa? Ouais, bon, après, c'était une autre époque, mais quand même. Et très vite, son comportement il change, il dévie vers de la violence et de l'agressivité. Pour ça, je pense que voilà, ça vous choque pas. Euh, Son adolescence, on peut en parler. Sa scolarité, elle est chaotique. Voilà. Il a redoublé sa main. Il rentre en sixième de transition. La sixième de transition, pour ceux qui savent pas, c'est quoi? C'est des classes en France, des classes ayant été établies en 63 pour les élèves les plus. Ceux qui avaient beaucoup de mal dans les cycles élémentaires. Voilà. En 74, au collège privé Notre-Dame à Beaugé. Et par contre, les collèges privés Notre-Dame, il y en a un. Il y a même des lycées Notre-Dame. Il y en a partout. À Beaugé, en Maine-et-Loire. Solitaire, ses loisirs consistent à se promener dans les bois et à chasser. À l'exemple de Joe l'Indien, personnage des aventures de Tom Sawyer. Avec deux de ses frères adoptifs, il traque, il capture et vide lui-même le gibier. Et après, on se demande pourquoi. Enfin, non. Non, parce qu'il y a énormément de chasseurs qui vident les gibiers et qui sont pas normaux. Enfin, qui sont normaux, je veux dire. Qui sont pas normaux. Donc, bon. Bon, le Tom Sawyer, c'est un roman des années 76. Hein. Des années 1876. Pour ceux qui demandent. C'est aux États-Unis que c'est apparu en premier.
Ah non, c'est d'abord en Angleterre en juin, puis aux États-Unis en décembre. Ok. À 14 ans, il tente de- d'étrangler de ses mains une de ses sœurs adoptives, Roselyne, de Rouenot, handicapée mentale qu'il appréciait pourtant. Cet incident est passé sous silence par les Morins. Ah ouais, ok, ok. Bon. Bon. À 15 ans, il agresse Christine, sœur de Roselyne. Il avait un truc avec la famille de Roselyne, hein. C'est en tentant de l'étrangler avec un pied de tabouret en fer. Dans les deux cas, il semble avoir agi par pulsion, sauf pour Christiane qui le balançait d'après ses mots. Dès qu'il commentait un méfait, ce qui l'énervait au fil du temps, inquiété pour ses autres filles, Madame Morin obtient le renvoi de Guy Georges dans le foyer. Oui, en gros, même avec les meilleurs encadrements, lui, il s'améliore pas, même il se détériore. Il habitait dans la rue Didot, dans le 14e arrondissement. Euh, Il y a des gens, enfin des témoignages de personnes qui ont vécu avec lui, euh, font état de ses liens avec Renseignements Généraux, RG, depuis 1994 quand il habitait au squat Saint-Sauveur et auparavant au squat de la rue Didot. Paul Westbert, du Guardian, écrit que d'après avoir confirmé avoir été récemment libéré pour vol à main armée, il s'est vaguement intéressé aux manifestations de gauche d'un collectif vaguement affilié à des groupes contestataires en se joignant à des rêves nocturnes dans les vastes caves de la rue Didot où boissons, drogues et sexe étaient facilement accessibles. Il y a deux écrivains qui ont habité avec lui et qui ont témoigné. Lola Lafont au cours d'une émission de télévision et Philippe Tersan dans son livre Guy Georges, un ami insoupçonnable. Ainsi qu'un ancien photographe de journal Paris Match, Ivan Morvan, ayant fréquenté Guy Georges lorsqu'il se faisait appeler Joe et qu'il a infiltré le milieu des squats politiques. Guy Georges est un alcoolite et pas un alcoolique. C'est un acolyte non nommé par Morvan, qui était dealer de sa rédaction de Paris Match et plus tard s'avérera être un tueur lui-même. Attends, Ivan Moran. Non. Ah, il est mort en 2024. Non, c'est... Ah, c'est Norman. Norman. Non, pas pareil. Norman, c'est notre affaire. Morvan, qui était le dealer de la rédaction de Paris Match et plus tard s'avérera être un tueur lui-même. Super. Mais on est vraiment sur un bon petit feeling. Au squat, Guy Georges était connu sous le nom de Joe, d'après l'Indien des aventures de Tom Sawyer, comme je vous disais tout à l'heure. Euh, il venait d'être libéré de 13 ans de réclusion pour un braquage de banque. Voleur, assassin, tueur, meurtrier, VER. Il passe 2 ans au squat où il parle à des drogués, des militants agités, des marginaux, portant ses baguettes dans une poche arrière, se vantant d'exploits criminels inventés et exprimant sa haine des homosexuels et des skinheads. Écrit Paul Wester du Guardian. Skinhead, pour ceux qui se demandent, ça désigne à l'origine un jeune prolétaire britannique aux cheveux tondus ou non. Le phénomène skinhead est né au Royaume-Uni en 1964 au sein de mouvements mods. Il est une révolution ouvrière et violente de la mouvance moderniste en évoluant et en se diversifiant. La culture skinhead adopte, et j'ai pas la suite. Donc il est homophobe du coup, hein. Il a sa haine, ouais, il a la haine des homosexuels et des skinheads. Excuse-nous monsieur, c'est pour comment dire, excuse-nous, hein, enfin excuse les skinheads et les homosexuels si malheureusement tu n'arrivais pas à pécho et que tu as dû VIOler pour pouvoir faire de la magie. Donc il est
Il les considérait comme des épaves humaines. Il parle des squatteurs qu'il y avait dans la rue Saint-Sauveur, un squat crasseux près des Halls. Les Halls, pour ceux qui se demandent c'est quoi, c'est les Halls de Paris, étaient à un nom donné au Hall central, marché de vente. C'est là où il y avait le plus gros marché alimentaire frais, situé au cœur de Paris. Je crois qu'il n'existe plus. Ou il existe encore, mais c'est plus. Enfin, je sais pas. Je sais pas, moi j'habite pas Paris. Je suis loin de Paris, moi. Il les considère comme des épaves humaines. Personne ne le soupçonnait de crimes sexuels. Mais en regardant en arrière, on se souvient qu'il avait pleuré à 3 reprises qui coïncidaient avec des meurtres. Il a dit à un ami que des proches étaient décédés. Guy Georges déclarait lors de son interrogatoire: si un homme a tué une femme, il la pleurerait sûrement. Il a fait 9 victimes. Claire, la fille du journaliste Paul Wester, le décrit charmant, protecteur envers les femmes, surtout si elles souffraient de détresse mentale. Bah oui, 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 totalement. On remonte totalement, hein. La, la petite, euh, la petite Roselyne, elle est aussi un petit peu. Elle a des problèmes mentalement. Pourtant, il l'a étranglée. Attendez, parce que je suis descendu un peu bas là. Voilà. Elle décrit qu'il avait de nombreuses petites amies. L'une d'entre elles, Sandrine, dira qu'il lui faisait l'amour 8 fois par jour et parlait constamment de fonder une famille. 8 fois par jour. Faire de la magie 8 fois par jour. 8 fois par jour. C'est beaucoup, non? Ouais. Année d'errance et premier crime. Donc, à Paris, en 81, Guy Georges vole et se prostitue auprès d'une clientèle masculine. Mais il n'était pas contre les homosexuels. Mais si, il avait la haine envers les homosexuels. C'est à cette période qu'il sévit pour la première fois dans le capital. Le 16 novembre 81, Nathalie L., 18 ans, est agressée dans son immeuble lorsqu'elle rentrait chez elle après avoir été violée. Elle est poignardée et laissée pour morte par son agresseur, blessée très gravement. La jeune femme survit pourtant à l'agression. Guy Georges est âgé de 19 ans seulement. Jean-Michel Fourniret, il avait quel âge quand il avait commencé? Il avait dit à la trentaine, il me semble. Il n'est pas oui, enfin, c'est pas parce qu'il a 30 ans qu'il peut le faire. Des fois, je réfléchis moi-même, hein, enfin, des fois, je réfléchis pas, puis je réfléchis seulement après. Il n'est pas inquiété par la justice qui conduit à un non-lieu. Il s'agit de son premier crime connu qui précède d'une longue carrière ayant une réponse pénale. Oui, bah ça on a vu, hein, 9 victimes quand même. Enfin, 9 victimes qui sont mortes. Ne parlons pas de ceux qui n'ont pas retrouvés. Bah, en 82, il se fait arrêter pour vol. Il est placé en détention provisoire. Il a eu 5 mois de prison. Puis il a été expédié à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Puis il est libéré le 30 mai 82. 8 jours plus tard, Georges agresse Violette K dans un parking souterrain du 16e arrondissement. Il tente de la violer, la poignarde et tente de l'étrangler. Il aime bien étrangler, hein, c'est son truc, hein. La jeune femme parvient à s'enfuir. Guy Georges est repris encore par la police quelques jours plus tard, puis passé en détention provisoire pour ses faits d'agression sexuelle et attentat à la pudeur. Mais les loulous, 2 agressions, plus un vol, il y a un moment, peut-être le foutre en prison, quoi. Donc, il comparait le 10 février 83 devant le tribunal judiciaire de Paris pour agression sexuelle et attentat à la pudeur. Il est condamné à 30 mois de prison ferme qu'il purge partiellement à la prison d'Écrouves en Lorraine. En Lorraine, parce que la Lorraine, elle se fait toujours avoir par tous les criminels et meurtriers. Voilà, il fallait que je déverse cette haine. Je suis en train de me dire, j'espère que c'est bien cadré, hein, parce que ça se trouve, vous ne voyez pas, hein. On continue. Le 26 février 84, après un an et demi de prison, Guy Georges obtient une permission de sortie pour bonne conduite.
Moi, j'ai rien compris. Enfin, le truc de bonne conduite, pour moi, il devrait marcher pour certaines choses et pas tout. Genre, pour moi, un mec qui est atteint à la pudeur et agression sexuelle, pour moi, ça devrait pas avoir le droit d'avoir une sortie pour bonne conduite. Enfin, pareil pour les meurtriers. Genre, pour moi, meurtrier, enfin, violeur. Et, et le troisième, ceux qui font les attentats. Je sais plus comment ça s'appelle. Pour moi, les trois là, s'ils sont pris, ils restent en prison. Genre, tu fais toute ta peine, point. Quelqu'un qui vole, quelqu'un qui. Voilà. On va dire, entre guillemets, hein, je mets bien entre guillemets, les petites conneries. Enfin, même si je suis pas les petites conneries. Enfin, bref. Pour moi, ça, oui, ok, ça a le droit. Genre, tu peux voler, puis avoir après une bonne conduite et ne plus voler. Mais, genre, un meurtrier, un violeur ou les gens qui font des attentats, pour moi, ça devrait pas avoir le droit de sortir plus tôt parce qu'ils ont eu une bonne conduite. Non. Genre, pour moi, non. Tu vas bien faire toutes tes prisons, genre. Tu as fait ça, tu vas bien rester en prison. Point. Donc il sort, il a 21 ans. Et le soir même, il viole à l'aide d'une arme. Pascal Nix dans sa voiture. Celle-ci est poignardée mais parvient à s'échapper. Vous voyez, quand je vous dis que ça sert à rien de faire la prévention de sortie pour les bonnes conduites, parce que le soir même, il fait quoi? Il refait sa petite connerie. Bah oui. Il est placé en détention provisoire et il est inculpé de viol sous la menace d'une arme. Le 5 juillet 85, Guy Georges comparaît devant la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle à Nancy. Ah, il a fait tout le pays, lui. Tout le pays où il l'a fait. Durant le procès, Georges est défendu par Jean-Pierre Morin. Jean-Pierre Morin, c'est pas la famille, ça? L'avocat général requiert 15 ans de prison, mais grâce à la plaidoire de Monsieur Morin, Madame Morin. Ah non, M.E. C'est Madame M.E. Mademoiselle, c'est M.M.E. Non, c'est Madame, ça. Oh, je sais plus. Ouah, Samuel, c'est censé savoir quand même, hein. Guy Georges sera condamné à peine de 10 ans. Comment un avocat il peut. L'ordi, tu fais quoi là? Comment un avocat il peut genre défendre quelqu'un qui a fait un. Bon, après, c'est un avocat. Lui, il peut pas. Enfin, je sais pas. Tiens, il a violé, pourquoi je lui descendrai pas sa peine de prison? Sachant que le soir où il est sorti de sa prison, il a été violé quelqu'un. Foutrais-tu pas de un peu de ma gueule? Je sais pas, mais. Jamais. J'espère qu'il est mort. Enfin, c'est méchant, mais. Parce que je me dis que si un jour il tourne sur cette vidéo, il peut peut-être venir me tuer. Bon, moi je ferai le buzz pour une fois. J'espère qu'on l'a entendu dans la vidéo. Ah, mais ça se trouve, c'est les voisins, je suis un peu con. Donc, le tueur de l'Est parisien, en janvier 91, il bénéficie d'un régime de semi-liberté. Il faisait quoi à cette époque-là Genre, il était en mode à l'aveugle, allez, on tire les cartes. Un peu là, on le ressort, tant pis. Bon, après, il a quand même, quand il est sorti de sa prison, il a quand même violé quelqu'un le soir même. Du coup, on le met en semi-liberté. C'est un régime de liberté surveillée imposé à un individu condamné à vue de son éventuelle réinsertion sociale. Ah bon? Donc, il en profite un soir pour ne pas se présenter à la prison de Cannes, de Cannes, de Cannes. Oui, c'est Cannes, on dit Cannes, hein, c'est A-E-N. Cannes? Oui, Cannes. C'est en Normandie, je savais pas. Donc il dépend, il s'enfuit alors à Paris et vit dans différents squats de l'est de la capitale. C'est pour ça qu'on l'appelle le tueur de l'est de la capitale. Bon, après, voilà. Après, il fait.
Oh, enfin, après, petit à petit, il va aller, il continue ses agressions sexuelles. Et en plus de ça, en plus, il fait tout ce qui est manifestation contre les homos, les skinheads, et puis tout ce bazar-là, quoi. Par exemple, le 13 janvier 1994, il agresse une animatrice radio travaillant pour Radio Nostalgie, Annie Le Fléouté, sous le porche du logement où elle réside. Voilà. Il a refait de la prison d'ailleurs, à Caen, à Cannes, à Cannes, en 91, le 17 février. Donc il a 10 ans et 8 mois de prison parce qu'il s'est évadé. Évadé du fait qu'il est parti à Paris et pas qu'il s'est présenté à Cannes. Voilà. Puis il est libéré le 4 avril 92, où il sévit de nouveau à Paris quelques jours plus tard. Mais attends, je comprends pas. Il lui sort 10 ans de prison, puis après il le libère un an après. Même pas un an après. Si, si, un an après. Oui. Ensuite, bah, le 22 avril 92, Guy Georges, bah, il agresse Éléonore. Voilà, dans son hall d'immeuble. Il est placé en détention provisoire. Il le condamne à 2 ans de prison ferme. Il est libéré le 5 novembre 93. Toujours pas de 2 ans, mais là c'est un an et demi de détention. Il aurait pu au moins faire ces 2 ans complets. 2 mois plus tard, il assassine Cathy Rocher, 27 ans, dans un parking souterrain. 6 jours après, il agresse la fameuse meuf de Radio Énergie, de Radio Nostalgie. Dans la nuit du 9 au 10 décembre 1994, il assassine l'architecte néerlandaise Agnès Nierkam, âgée de 33 ans. Elle est retrouvée par son compagnon égorgée à son domicile dans le 11e arrondissement. Elle a été VIOLR, enfin je mets ER mais E plutôt, comme on dit elle avant. C'est le 4e meurtre de Guy Georges. Voilà. 6 mois plus tard, il tue Elisabeth Ortega. Ah non, elle échappe de peu à une tentative de meurtre du tueur. Oh, elle a de la chance, elle. Malheureusement, pour l'avancement de l'enquête, elle décrit dans un portrait robot son agresseur comme ressemblant à un maghrébin et non au métis qu'est Guy Georges. Du fait de cette erreur, l'enquête piétine. Ensuite, le 8 juillet 1995, il s'en prend à Hélène Ferking, une femme de 27 ans. Elle est violée et tuée dans un appartement en rentrant d'une soirée. Cette année-là, l'affaire du tueur de l'Est parisien commence à faire la une des médias. Les enquêteurs parvenant à faire le lien entre différents crimes, mais ils ont peu d'éléments. Une trace de pied grec, improbablement appelé pied égyptien, par les enquêteurs relevé lors de l'homicide d'Hélène Ferking. Un portrait un portrait robot peu ressemblant et 3 traces ADN aux mêmes hauteurs. Bon, je vais vous parler de ces victimes. Il y en a en rouge. Ok, on y va. Donc, les victimes connues. Novembre 73, Roselyne. Hein, il a. Bon, bah, il l'a étranglé. 31 mars 78, Christiane, la sœur de Roselyne. Le 6 février 1979, je veux dire, Pascal C, 20 ans, dans la Maine-et-Loire. 5 mai 80 et 16 mai 80, Jocelyne et Roselyne. Encore une autre Roselyne, à Angers, les deux d'Angers. Le 16 novembre 81, Nathalie David, 18 ans, à Paris. Je regarde les plus jeunes qu'il a fait. C'est 18 ans. La plus jeune qu'il a tuée, c'est Nathalie David, à Paris. Violette, à Avenue Fourche. D'ailleurs, on connaît ni son âge, ni son statut. Pascal Nix, étudiante à Nancy. Pascal Erscarfal, 19 ans, étudiante en lettres à la Sorbonne, tuée à Paris, dans le 14e.
22 avril 92, Éléonore. 17 janvier 94, Catherine Cathy. Ça, on en a parlé. Annie Le Fléouté, on a parlé, c'est l'animatrice radio. Donc Paris, 17e, 12e, 14e. Elsa Benardi en 94 au 13e. Agnès Nikram au 11e. Elisabeth Nortiga au 4e. Elle est psychomotricienne. Eh, il y en a hein, des jobs là. Monteuse pour le cinéma, étudiante en psychologie, psychomotricienne, architecte d'intérieur, attachée de presse, animatrice radio, assistante de marketing, étudiante en lettres, étudiante, responsable commercial, secrétaire chez MK2. C'est un groupe de production, de distribution et de vente internationale de films et d'exploitation de salles cinéma, fondé en 1974 par Marine Kermit, aujourd'hui dirigé par ses fils Nathanaël Kermit et Elisa. Oui, on dit Elisa ou Elisha Kermit. Ok. Donc celle qui secrétaire, la secrétaire de chez MK2, Estelle Mac. Elle a 25 ans, c'est au 11e. Et c'est le 15 novembre 97. Oh, mais on a littéralement les 12 rue de la Forge, 71. On a même leur adresse. Le 19e Adrien. Le 19e arrondissement de Paris situé à l'extrême nord-est. Il est bordé au nord par la commune d'Aubervilliers. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le nord. Il y a des belles photos de Paris. Hein. Le troisième et tout ça, c'est pas. Enfin. Ah, ok, le troisième arrondissement de Paris, c'est les plus vieux immeubles datant d'aujourd'hui. Ah, c'est un quartier plutôt résidentiel. Dans le Marais. Le Marais, c'était pas le quartier homosexuel à l'époque. Il me semble que, genre, le quatrième, le troisième, tout ça, c'est pas les endroits où c'est le plus cher. C'est vraiment au milieu de Paris, non? C'est les plus proches. Enfin, c'est. Oui, voilà, le quatrième arrondissement, c'est Notre-Dame. C'est à la rive droite de la Seine. Il est bordé par le premier arrondissement au nord, par le troisième arrondissement et à l'est par les onzième et douzième arrondissements. Moi, je comprends pas. Hein. Avec tous ces arrondissements-là, je suis fou. Jamais. Hein. On s'arrête au troisième arrondissement. Du troisième au 19e. Il y en a 19. Ah ouais, autant. Ça se trouve, il y en a encore plus. Euh, voilà. Donc, ouais, 97, c'est la dernière, c'est Estelle Mag. Après, c'est. Et n'empêche, en 97, c'était une par mois. Hein. Septembre, Magali. Octobre, Valérie. Novembre, Estelle. Parce qu'en soi, regardez, 25 août 95, Mélanie Bacot. 2 juillet 97, Estelle Fouque. À mon avis, il y a eu une peine de. Ah bah oui. Oui, il était en prison de 95 à 96. Eh, c'est vraiment une par mois par contre. Juin, juillet, août. Ensuite, décembre 94, juin 95. Il y a aussi de la prison là parce que pour un trou. Mais décembre, novembre, janvier 94, avril 92, janvier 91, 84, 82, 81, 80. Oui, en gros, si vraiment on reprend depuis le début, depuis 76. Sa première victime c'est en 76, la dernière c'est en 97 parce qu'ensuite il est en prison. Ah, on va parler de son interpellation. De nombreuses équipes de police sont alors mobilisées pour arrêter le tueur. Avec à leur tête Martine Montel, nouvelle chef de la brigade criminelle. C'est après une surveillance de tous les lieux que Guy Georges a l'habitude de fréquenter. Excusez-moi. Et malgré une ultime et retentissante nouvelle basure, la presse annonce son identité sur les ondes le matin, même du jour qui va être celui de son arrestation. Alors qu'il est recherché par toutes les polices et ne sait pas qu'il a été identifié, il est repéré le 26 mars 98 vers 12h30 grâce à deux policiers en patrouille qui sortent du métro Blanche. Lui, dit Georges, se rend au supermarché et il est arrêté au rayon parapharmacie. Et puis il est à la prison de la santé, incarcéré. C'est un centre pénitentiaire de Paris.
C'est à l'est du quartier Montparnasse. C'est dans le 14e arrondissement. C'est un établissement historique. Donc c'est un truc. Le 26 décembre 2000, quelques semaines avant son procès, Guy Georges tente de s'évader en compagnie de deux autres détenus en sciant les barreaux de cellule. Cette tentative d'évasion est classée sans suite par le parquet de Paris. Putain, non mais eux ils ferment trop les yeux, c'est un truc de dingue. Les parquets ils sont comme ça, ils sont comme ça. Genre non, genre la victime. Et je pense qu'avec toutes les petites... Ils ont fait plein de coupures de prison, ils ont vu que ça s'améliorait pas. Il y a un moment tu fous une bonne grosse... Enfin, tu lui fous de la prison quoi, une bonne grosse dose de prison. Et enfin après ils lui ont foutu 10 ans, il est sorti au bout d'un an donc... Donc le 11 septembre 2001, le magistrat qui a redirigé l'ordonnance précise que le transport et la comparution devant le tribunal correctionnel de Paris de trois détenus dangereux qui n'ont rien à perdre pose de sérieux problèmes de sécurité. Jure. Ah bon. Vous êtes sûr que c'est dangereux? Je sais pas, moi je penserais que c'était un peu comme des amis. Donc si on retrace sa vie, enfin pas, on va dire que quand il arrive à Paris, il se prostituait pour les hommes, enfin principalement pour la gente masculine. Ensuite, il a commencé à faire ses meurtres et tout ça. En plus, après, il faisait ses meurtres et il faisait les trucs anti. Euh, et j'ai déjà oublié le nom. Herd. Kill Herd, c'est ça, non? Et les homosexuels. Oh. Anne Gauthier, la mère de l'étudiante néerlandaise de psychologie Hélène Franklin. Elle a une voix critique face à l'investigation de la police française, c'est vrai. Ce n'est que lorsque j'ai alerté la presse sur des coïncidences entre les meurtres qu'il y a eu un tollé. J'ai constaté que la police judiciaire n'a même pas interrogé les voisins d'Hélène que 23 mois après son assassinat. C'est... Waouh! 23 mois après. Le portrait identifié d'Elisabeth Ortega a été dressé 28 mois après son agression, mais les descriptions précises des autres survivants et témoins, dont au moins 4 autres cas, ont été ignorées. J'ai été traité avec condescendance comme une pauvre petite femme, et on m'a dit que les liens dans l'affaire Guy Georges avaient été manqués parce que la police était surchargée de travail. Ils ont été distraits par les attentats terroristes de 95 et ont accordé bien plus d'importance à l'enquête de 97 sur la mort de princesse Diana. Ah oui, ok. Elle est morte en... Dans la nuit du 30 octobre 1997, après un accident de voiture dans le tunnel passant sous le pont de Alma à Paris. Ça à Paris qu'elle est morte? Ah, je savais même pas. Ah, je savais pas. Et donc, ils ont accordé. Bah oui, normal qu'ils accordent plus de chance. Parce que dans ce monde, il faut être connu. Il faut avoir énormément d'importance, être très 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 connu pour que quelqu'un fasse quelque chose. C'est d'être juste une personne comme moi ou comme vous hein, qui me regarde, euh, qui a une vie normale, ça les intéresse pas. Et je savais pas qu'il y a eu des attentats terroristes en 95. Ah bah, attendez, voilà comment ils décrivent ça. Les attentats de 95 en France sont une série d'attaques terroristes islamistes qui se sont déroulées entre juillet et octobre, faisant 8 morts et près de 200 blessés. Ceux-ci furent officiellement distribués au groupe islamique armé GIA basé en Algérie, pays qui fut frappé par la guerre. Ah oui, ok. J'allais dire que ils avaient mis islamiste parce qu'ils aiment bien en France mettre... genre, quand il y a un terroriste, ils disent c'est islamique. Quand il y a un meurtre, hop, un étranger, un espagnol, un arabe, un chinois, mais pas les français. Ah non, non, pas les français. Tous les pays autour, mais pas les français. Non, les français, ils sont droits, droits dans leurs bottes. Mais là, je vois qu'en dessous, c'est écrit que ça a été fait par la base, le groupe islamique armé GIA. Donc, je peux rien dire sur ça. Lorsque toute la France était mobilisée pour satisfaire l'opinion publique, si vous défiez la police française, elle est arrogante et prétend être la meilleure au monde.
mais elle a arrêté Guy Georges au moins 3 fois pour des délits connexes sans le lier au meurtre. Ah, mais meuf, je t'aime, on est pareil. Enfin, même si toi, ça date de 95 et que moi, ça date de 2025. Il y a, oh, 95, 2025. Ça fait quoi? 15, 2000, 2005, 2010, 15, 2025. Ça fait 30 ans. 30 ans de différence. Anne Gauthier tentera de créer un lobby pour dénoncer les échecs policiers et administratifs qui incluaient au moins 70 meurtres non résolus de jeunes femmes des années précédentes. Ah oui, ça y est, ça y est. Toutefois, d'autres parents de victimes l'accuseront de vouloir attirer l'attention médiatique. Bon, son procès débute le 19 mars 2001, hein. Guy Georges commence par nier tous les meurtres, bon ça, comme tous les meurtriers. Petit à petit, il se défend de ce fissure sous la pression des avocats. Solange Doumik, avocate de la famille Escarfal, obtient de lui un demi-aveu de 24 mars et le 27 mars. Il finit par avouer lorsqu'il se trouve confronté à sa victime rescapée, Elisabeth Ortega. En pleurant, il reconnaît 7 meurtres et une agression. Il reconnaît 7 meurtres et une agression. Donc ça prouve même pas qu'il... Enfin, ça prouve pas qu'il en a fait que 7, quoi. Déjà, sur le tableau, il y en avait déjà plus de 7, hein, il y en avait au moins 15. Sans compte celles qu'il avait fait avant, les deux sœurs. On doit m'entendre grave boire, c'est horrible. Donc, les deux avocats de Guy Georges, Alex Ursulet et Frédéric Pont, l'ex-épouse de celui-ci, et qui a bien voulu l'assister. Oh, en plus, son ex-épouse, elle fait tiens, je vais le défendre. Non, meuf, non. Ne peuvent désormais plus poursuivre leur stratégie de tout nier en bloc et adoptent celle de la rédemption. Le Télégraphe commente le soulagement de son règne de terreur soit terminé, fut assombri par la réalisation que seule une incompétente policière extraordinaire lui a permis de rester libre de tuer aussi longtemps. Le Télégraphe commente, bah, le Télégraphe il a tellement raison. C'est très bien. Il y a un quotidien d'information britannique. Oh, fondé en 55 sous le nom Daily Telegraph and Courier. Depuis 61, il a également une édition dominicale intitulée. Oh la vache, j'ai du mal à parler là. The Sunday Telegraph. Non, attendez. Il faut que je vous dise pourquoi je tourne cette vidéo. Cette vidéo, elle devait sortir pas cette semaine, la semaine d'après. Le seul problème, c'est que j'ai dû me précipiter sur le tournage. Il est 22h43. Parce que, comment vous dire ça? Samuel a décidé de supprimer la vidéo qu'il a fait. Enfin, non, je rectifie. J'ai supprimé toute ma galerie sans faire exprès. Donc je me suis retrouvé sans vidéo, sans photo, j'ai plus rien. Voilà. C'est vraiment un pur bonheur. Je suis à... J'ai même pu... Je me rends compte que j'ai plus mes intros YouTube. Il y a une voiture devant chez moi. Bref. Donc le 5 avril 2001, Guy Georges est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans. Son premier avocat disait se sentir partagé dans son propre jugement sur la punition appropriée pour le voyage criminel d'un enfant perdu de la société, avait été traité comme un déchet. Ainsi, bah, c'est comme ça a été écrit par The Guardian. C'est comme ça qu'ils l'ont écrit. J'ai demandé au psychiatre s'il pouvait trouver une solution pour lui éviter un confinement perpétuel. Leur réponse était claire. Georges n'était pas fou et était pleinement responsable de ses actes. Il disait qu'il y avait deux chemins pour un homme de son type, était prédestiné à devenir un meurtrier ou un héros de guerre. Non. Bon, il a été incarcéré à la maison centrale de Downshire. Il a fait l'objet d'une fascination macabre de la part de jeunes femmes avec qui il échange de nombreux courriers. Une étudiante, en 2004, une étudiante de droit va le voir régulièrement au parloir et tombe sous son charme. En 2019, Guy Georges, devenu obèse,
fréquenterait une jeune étudiante en cinéma qui recevrait une fois par mois au parloir. Ok. Après cette affaire, Elisabeth Guigou, ministre de la Justice, obtient la mise en place d'un fichier regroupant les empreintes génétiques recueillies lors de l'enquête de police, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, FNAEG. Le juge d'instruction Gilbert Thiel, alors chargé de l'affaire, avait regretté l'absence d'un tel moyen de recoupement, excusez-moi, qui aurait pu permettre de confondre Guy Georges après le cinquième meurtre, de confondre, hein, de pouvoir comprendre que c'était lui. Guy Georges est admissible à la liberté conditionnelle depuis mars 2020, fin de sa période de sûreté. Il n'a pas fait la demande conformément à ce qu'il avait déclaré à la fin de son procès. Je vais m'infliger une peine, je sortirai jamais de prison, vous serez tranquille. Quoi qu'il arrive maintenant, je recommencerai jamais, et même si vous ne l'acceptez pas, je demande encore pardon. Ouais. Donc il est encore en prison, mais il peut sortir. Si, enfin, il peut sortir d'une, enfin, il peut être libéré, une liberté conditionnelle, quoi. Ok. Bon. Bah merci Loulou, hein, de m'avoir écouté. Euh, Ça va être super. Là, je vais faire l'intro du coup. Je vais devoir refaire mes intros. Je vais devoir. Il y aura sûrement pas d'intro sur cette vidéo. Voilà. Parce que elle sort mercredi, on est lundi. Il reste plus que demain pour faire le montage, ça va être compliqué. Mais sinon, si j'arrive à le faire, vraiment, je suis un warrior. Et sinon, moi, je vous fais d'énormes bisous. Abonnez-vous, mettez la cloche, likez, partagez, commentez. Voilà. Et puis, c'est toujours un bonheur de faire des vidéos pour vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et à demain. Bisous, bisous. Enfin, à mercredi prochain.